alaikum les pâtissiers. S'il y a bien un championnat qui s'est formé des jeunes joueurs, c'est la Ligue 1. Là, pas mal, non? C'est français. Chaque année, des jeunes joueurs réussissent à se frayer un chemin au sein des équipes premières des clubs de Ligue 1 et à se faire une place. Et comme l'épisode sur les jeunes de première ligue semble vous avoir plu, il est temps de voir qui sont les meilleurs rookies de nos clubs français. Je rappelle les règles juste avant de commencer. Le joueur doit être formé en France au sein d'un club de Ligue 1, donc pas de Ligue 2, et il doit avoir moins de 1000 minutes en pro. Donc il n'y aura pas Ayoub Boadi. Pendant des années, le PSG négligeait son centre de formation. Garbi, on t'oubliera pas. Mais depuis ces dernières saisons, les coachs font de plus en plus confiance aux jeunes. On a vu Mayoulou émerger et surtout Zahir Emery devenir un élément important. Et à l'heure actuelle, parmi les meilleurs titis parisiens du moment, on retrouve Mahamadou Sangaré tout en haut. La raison, c'est un ovni depuis le début de sa carrière. Né le 6 mars 2007 à Djankoulané au Mali. Les Mali, pipi, ouais, les Mali, bien, force. Mahamadou commence le foot au pays où il fera sensation. Une telle sensation qu'un club de l'Hexagone le fera venir en France dans une ville du nom de Colombes. C'est comme ça qu'en 2021, le franco-malien va débarquer en France pour rejoindre le Racing Club France de Colombes. Cependant, à peine un an après son arrivée, il décide de partir au FC Montrouge, club de U17 national où il inscrira 25 buts en une seule saison. Et pour un jeune joueur ayant ses standards dans une division jeune aussi relevée, ça va vite. Et l'Ajax, Dortmund et Augsbourg se positionnent sur Mahamadou qui décide de rester en France et de s'engager pour le PSG en 2023. Par la suite, il ne va pas casser la baraque, il va totalement la détruire. 32 buts en 35 matchs pour l'exercice 2023-2024 et déjà 10 buts et 2 passes décisives en 11 matchs avec les U19 pour cette saison. Mais alors comment réussit-il à être aussi efficace et qu'est-ce qui le rend aussi fort? Bah tout d'abord, un très bon sens du but. Il sait se placer pour recevoir le ballon ainsi que prendre les bons appels pour transpercer la défense adverse et se déjouer du marquage. Et il jouit aussi d'une grosse vitesse d'accélération lui permettant de prendre de courts son vis-à-vis. Mais à vrai dire, sa capacité la plus importante réside dans sa finition qui du pied gauche et chirurgienne. Non, pas chirurgicale, chirurgienne. Peu importe les situations, il sait garder son sang-froid pour conclure les actions. Il a néanmoins quelques points négatifs, comme un mauvais jeu aérien notamment lié à sa petite taille. Mais bon, après il a pas fini sa croissance. Il y a aussi sa technique qu'il pourrait améliorer, mais l'avant-centre n'en reste pas moins un des grands talents de nos clubs de Ligue 1. Il arrive en fin de contrat et pour l'instant aucune nouvelle de quelconque prolongation, ce qui pousse le joueur à trouver un nouveau point de chute. Pipi. Alors qu'au FC Nantes, les peu de jeux qui sont rivés sur le club maintiennent leur attention sur le jeune Zézé, la vraie révélation de cette saison au stade de la Beaujoire, c'est Barherba Guirassy. Né à Angers le 29 août 2006, sûrement dans la Redbox, Barherba Guirassy débute son aventure dans le football avec le vaillant Angers FC où il restera jusqu'en 2019. Très rapidement, le franco-guinéen s'imposera comme une valeur sûre des très talentueuses équipes jeunes du FC Nantes. Entre U17 et U19, lors de la saison 2022-2023, l'ailier gauche inscrira 30 buts en 31 matchs, aidant ainsi son équipe à remporter le titre de champion. Et oui, on s'attend pas à ce que le FC Nantes remporte des titres à l'heure actuelle, ni même des matchs. La saison suivante, il plantera 15 buts et une passe décisive avec les U19 et il commencera même à jouer avec la réserve nantaise. Avec son haut niveau de performance en jeune ainsi que ses qualités, Herba Guirassy s'est vu être appelé par coach Comboiré dès le début de la saison actuelle. Et c'est totalement normal au vu de ses qualités. Comme tout ailier qui se respecte, il est habile, technique et fixe bien son opposant pour le passer. De plus qu'il protège assez bien la balle avec son dos. Devant les cages, Herba s'est enroulé dans la lucarne et placé à ras de terre la balle en ouvrant parfaitement son pied. Bref, c'est un bon finisseur. Mais en plus de ça, c'est aussi un joueur intelligent capable de combiner avec ses coéquipiers et jouer court avec eux. Et si on couple sa qualité de vitesse et d'accélération avec ses bons appels, on obtient une très grosse menace. Comboiré l'a fait rentrer 1 minute face à Toulouse au début de saison, quelle générosité, puis 2 minutes face à Auxerre qui lui auront permis de marquer son premier but en pro. Par la suite, il a été blessé à la cheville, puis a joué de plus en plus et a remarqué face au RCSA. Il a même connu ses premières titularisations. Il est un peu trop tôt pour juger si le joueur est un énorme crack, mais il est sûr qu'il a un fort potentiel pour être un très bon joueur de Ligue 1. Tout dépend de ce que Nantes fera avec lui, ou de ce que lui fera avec le FC Nantes. Loin de moi l'idée de tomber dans la blague facile concernant son nom de famille, cependant, faut avouer que le jeune est doué, très doué même. Avec seulement 2 matchs avec Strasbourg dans les pattes, Ryan Messi Tanfouri a déjà une très belle réputation au niveau international. Il verra la lumière du jour pour la première fois à Sèvres dans le 92 le 23 mai 2007 à la suite de l'union d'une mère tunisienne et d'un père camerounais. Au niveau de ses débuts dans le foot, il les effectuera en 2015 dans le club de Chaville. Oui, Chaville. Cependant, avec ses qualités bien supérieures aux autres bambins de son âge, il ira plus haut. Et par plus haut, j'entends Versailles. C'est pas Versailles ici. En l'occurrence, si, c'est Versailles. Arrivé en 2017, il y restera 5 ans durant lesquels il intégrera aussi Clairefontaine où il se fera repérer par de nombreux clubs professionnels. Pour parfaire sa formation ainsi que grimper les étapes de manière linéaire, Ryan Messi s'engagera à Dijon en 2022. Au sein de l'académie dijonnaise, il se frayera un chemin en équipe 1 en à peine 2 ans. Là-bas, l'ailier gauche régalera les catégories jeunes du DFCO. Ryan peut occuper différents rôles aux 3 postes de l'attaque. Il est majoritairement un ailier explosif, comptant sur ses dribbles et son dynamisme, mais il peut aussi jouer le rôle d'un attaquant intérieur et mobile. Lancé en pleine course, le natif des Hauts-de-Seine est rapide, même très rapide, ce qui
qui lui permet de passer ses adversaires avec une aisance déconcertante. C'est une arme létale en contre-attaque grâce à son explosivité et ses mouvements. Avec un passé de joueur de futsal, Ryan a une large palette technique lui permettant de sortir les dribbles adéquats pour traumatiser son adversaire. Il aime jouer directement et aller vers l'avant et rentrer le plus possible dans la surface pour tenter sa chance. Malgré ça, il ne prend pas toujours les bonnes décisions dans le dernier tiers. Sans ballon, il fait des appels ingénieux afin d'attirer son opposant pour libérer un espace à ses coéquipiers. Rajoutez à ça 10 buts en 15 matchs pour la saison 2022-2023 chez les U17, puis 3 buts en 13 matchs, et vous obtenez de nombreuses très bonnes raisons de le lancer en pro, ou du moins en équipe 1, parce que la nationale c'est pas réellement le monde pro. Par la suite, à 16 ans et 325 jours, il deviendra le plus jeune buteur du DFCO, et cela convaincra Strasbourg de débourser 1,5 million d'euros en août 2024, et depuis le U19 français a enchaîné les matchs avec la réserve et les U19 qui n'enchaînent malheureusement pas les meilleurs des résultats. Cependant, Ryan Messi a disputé ses premières minutes avec le RCSA en Coupe de France et les faits parlent d'eux-mêmes. 2 matchs, 2 buts. Bon, face à l'ES Taon, mais quand même. Messi n'a encore disputé aucune minute de Ligue 1 pour l'instant, il n'a que 17 ans et il a encore le temps de polir son talent hors norme. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein d'un club qui n'est que le centre de formation de Chelsea, Messi a toutes ses chances de se faire une place, et de se faire une place dans notre Ligue 1. Sûrement un des clubs formateurs les plus sous-cotés d'Europe, le TFC nous sort encore une fois un gros joueur bien précoce en la personne de JD Canvo. Né en Ile-de-France à Argenteuil le 29 juillet 2006, le central d'1m88 va se faire repérer par Toulouse en 2021, soit à 15 ans. Dès son arrivée dans la ville rose au club violet, le droitier sera appelé avec les bleus. Bah putain, ça en fait des couleurs. Il montera petit à petit au sein des équipes jeunes de Toulouse jusqu'à aujourd'hui être devenu un élément dans la rotation du club sudiste. Avec son profil polyvalent, il a su convaincre l'entraîneur des Mauves de l'appeler en professionnel. Apte à jouer en tant que 6 ou 4, le français se démarque de par sa précocité. Sur le plan défensif, JD démontre de très grosses qualités. Ce qui saute directement avec lui, c'est son placement. Il est toujours au bon endroit, au bon moment afin de mettre son pied pour stopper une offensive. Avec sa grande taille, il coupe le jeu aérien adverse, ce qui est un élément précieux au sein d'une défense. Couplé avec une bonne anticipation, son placement lui permet de récupérer énormément de ballons. De plus qu'il possède une forte qualité de tacle qui en fait un véritable rock défensif. Pourtant, le joueur a un bon gelon lui permettant de relancer proprement et de trouver ses attaquants. S'il n'est pas encore titulaire, il est sûr que d'ici la saison prochaine, il devrait se faire une place au sein de cette charnière centrale. À l'OM, on pourrait parler évidemment du jeune, tout est relatif puisqu'il est plus vieux que moi, mais bref, on aurait pu parler de Nadir qui a su devenir un élément dans la rotation de De Zerbi. Mais j'ai estimé que le petit Robinho Vaz était plus intéressant. Natif de Mantes-la-Jolie, Robinho va tout d'abord évoluer pour les deux clubs de Mantes-la-Jolie, que ce soit l'USC Mantes puis le FC Mantois, avant de partir en 2022 pour l'académie de Sochaux. Préfère jouer à la play qu'en D2 à Sochaux. Ah bah ils sont même plus en D2, donc carrément mieux vaut jouer à la play. Au sein de l'académie sochalienne, le franco-bisso-guinéen a régalé les observateurs avec ses nombreuses qualités. Que ce soit grâce à sa vitesse aiguisée ou encore ses appels tranchants, Robinho arrive à percer les défenseurs et s'insérer dans la surface. Une fois dans le périmètre décisif, il termine les actions d'un plat du pied chirurgical. Capable d'évoluer sur les ailes ou dans l'axe, il peut se montrer dangereux dans de nombreuses configurations. Cela lui aura permis de disputer une vingtaine de matchs avec les U17 puis les U19 en 2 ans, histoire de marquer 7 buts par saison avant de s'envoler pour l'OM. Enfin, s'envoler, tout est relatif parce que je pense qu'un billet de Ouigo aurait suffi. Mais bref, durant l'été 2024, il a rejoint les jeunes marseillais avec qui il s'est plutôt bien intégré. Élément récurrent de la réserve marseillaise avec qui il a inscrit 6 buts en 8 matchs, Robinho Vaz continue de progresser. Il a même disputé ses premières minutes en pro en rentrant au cours de 3 matchs au début de saison. Cependant, le tacticien italien préfère le laisser apprendre auprès des grands avant de voir s'il a le niveau pour rentrer dans la rotation et pourquoi pas être prêté. En espérant qu'il ne finisse pas comme l'ensemble des jeunes passés par l'OM, c'est-à-dire au placard. Ils m'ont dit, t'es où? Je suis dans le placard. L'OL est un des plus grands centres de formation français de l'histoire. De Benzema à Malo Gusto en passant par Fekir, le club rhodanien a vu passer énormément de très bons joueurs. Et à l'heure actuelle, un des plus grands espoirs de l'académie se nomme Enzo Molébé. Né en 2007 à 17 km de Lyon dans la ville de Décines-Charpieu, tout comme Malo Gusto, le franco-congolais s'installera en Ile-de-France et plus précisément dans l'Essonne, dans la ville d'Arpajon. À 5 ans, il commencera à jouer au RC Arpajonais et par la suite il intégrera l'académie du PFC en 2015. Il n'y restera que 4 ans avant de partir à Boulogne-Billancourt, sûrement par admiration pour le duc de Boulogne, et son histoire avec l'OL commencera donc en 2020 où il rentrera dans l'académie lyonnaise. Dès son arrivée, le Nueve mettra les points sur les i et les points sur les lits en inscrivant 12 buts pour sa première saison avec les U17, puis 20 buts en 20 matchs avec les U17 et les U19. Par la suite, il commencera à être convoqué en équipe de France U16 jusqu'à U18 en plantant une quatorzaine de pions. Cela nous mène donc à aujourd'hui où il a joué ses premières minutes en pro en Europa League et en Coupe de France. Il est régulièrement appelé pour faire le nombre et la direction à un plan avec lui, l'intégrer petit à petit avec le groupe pro pour à l'avenir devenir un élément majeur de l'équipe première. Cependant, en a-t-il les capacités? Bah le moins qu'on puisse dire
dire, c'est que le bougre a des arguments à faire valoir. Capable de jouer sur un côté ou dans l'axe, le droitier a un profil des plus modernes. Le joueur est rapide, sait prendre les bons appels et se défaire du marquage pour se retrouver en position de tir. Il va très vite une fois lancé et il est compliqué pour les défenseurs de le stopper. De plus qu'il a une palette technique vraiment très élargie dont il peut se servir pour humilier le défenseur. Il est doté d'une superbe agilité lui permettant de sortir des enchaînements de haut niveau. Et en ce qui concerne sa finition, l'international U19 français peut terminer les actions de diverses manières, que cela soit d'un ballon placé à ras du poteau ou d'une grosse reprise dans la daronne du gardien. Des gardiens qu'il apprécie humilier, comme en témoigne Lucas Posé. Si on devait comparer Enzo Molébé à un joueur, ce serait Raphaël Leao, à qui il est très similaire. Si l'attaquant est capable de reproduire ses gestes en pro, alors il pourrait réaliser quelque chose de très grand au sein du meilleur Olympique de France. Si Angers réalise une saison de retour en Ligue 1 bien compliquée, il se peut qu'en Ligue 2, un crack franco-guinéen se révèle. Arrivé en France à 5 ans en provenance de Conakry, le 2006 Sidiki Chérif s'installera non loin de Saumur dans le Maine-et-Loire. À l'âge de 7 ans, il commencera à jouer à l'AS Bayard Saumur, puis à 12 ans, il rejoindra l'Olympique Saumur. Et ce n'est qu'un an plus tard qu'il rejoindra le SCO d'Angers. Dans les équipes jeunes, Sidiki démontrera une aptitude à finir les actions efficacement, occupant généralement la pointe de l'attaque ou l'aile gauche du trio offensif. Tel un Tipex, grâce à sa vitesse et sa belle technique, il efface les défenseurs adverses. Mais pourtant, il ne passe pas forcément son temps à prendre la profondeur, tel un tout droit de Leipzig. En réalité, avec son mètre 85, il joue généralement le rôle d'un pivot participant à la construction du jeu. Il a une bonne résistance dos au jeu qui l'aide à être, un pivot du coup. Sidiki Chérif a fait ses débuts en janvier 2024 en Ligue 2 et a depuis joué 18 bouts de match. Avec les probables départs de Cenk, Johnny et Ibrahim Agnan, désolé Angers, je sais que vous êtes triste, Sidiki Chérif pourrait gagner en temps de jeu et même exploser en Ligue 2. Honnêtement, ça fait du mal de le dire, mais le Stade Rennais est à l'heure actuelle le meilleur centre de formation de France. Doué, Kamavinga, Hugo Choku, Bélocian, Tel et j'en passe. Non, vraiment, c'est du solide. Et en cette saison difficile, le Stade Rennais n'a laissé que peu de place aux jeunes joueurs. Cependant, si on devait retenir un talent qui a joué ses premières minutes en pro, ça serait Djaoui Cissé. Malheureusement pour moi, la chaîne Box to Box a sorti une vidéo parlant du jeune milieu de terrain que je vous conseille. Bon, en vrai, c'est surtout une excuse pour que je puisse parler de l'autre crack de l'académie rennaise, Mohamed Kader Maïté. Originaire de Créteil en Ile-de-France, Mohamed tape dans le cuir pour la première fois en 2013 au CA Paris 14. Il enchaînera en jouant pour Alésia, Villejuif et Montrouge avant de finalement s'engager pour le Stade Rennais assez tardivement dans sa carrière, à l'âge de 15 ans. En 2022, pour sa première saison sous les couleurs rennaises, le 2007 inscrira 12 buts en 14 matchs. Avec des statistiques pareilles, le Rennais sera appelé pour la première fois en équipe de France U16. Par la suite, il empilera les saisons en sélection, les années en club et surtout il empilera les buts. Jusqu'à aujourd'hui, être régulièrement appelé dans le groupe pro pour se taper les sorties de banc. S'il n'a seulement que 17 ans, le numéro 9 cristallise l'attention en jeunes. C'est-à-dire que le fait qu'il mesure la même taille que la tour Montparnasse, ça attire les regards. Et justement, son mètre 92 fait de lui une menace aérienne constante et vraiment efficace. Néanmoins, elle ne l'empêche pas d'être mobile, d'être capable de sortir des enchaînements de grande classe ou encore de conserver la balle dans les pieds. Le 9 réalise également de très bons mouvements très intelligents permettant d'ouvrir des espaces afin de recevoir des ballons dangereux. Pourtant, s'il y a quelque chose qui le caractérise et qui l'intéresse, c'est de marquer des buts. Mohamed est une machine à marquer. Il sait finir les actions dans toutes les configurations du jeu et a un énorme sang-froid. On l'a encore très peu vu et c'est réellement dommage puisque MKM a de très belles choses à montrer à la Ligue 1. Il se pourrait que des clubs de première ligue lui tombent déjà dessus, pas physiquement parlant mais financièrement. La saison est sur le point de se terminer pour le PSG et Luis Enrique a décidé de faire tourner face à Saint-Etienne en faisant jouer le jeune ailier droit de 17 ans Ibrahim Mbaye. Et lors de cette entrée, le U18 français s'est fait remarquer avec un but sur une passe décisive de Barcola. Pourtant, si vous suivez les jeunes du PSG ces dernières saisons, vous connaissez bien Ibrahim Mbaye. Remarqué pour ses grosses qualités de dribble et sa technique alors qu'il joue à Versailles, le franco-maroco-sénégalais a gravi les échelons au sein de l'académie parisienne. Depuis son arrivée en 2018, Mbaye va s'améliorer et devenir un élément moteur dans les équipes jeunes du club francilien. Avec sa vitesse et sa qualité de percussion, il aidera son équipe à remporter le titre de champion U19 aux côtés de Seny Mayoulou en inscrivant 8 buts et en délivrant 5 passes décisives. Grâce à une forte vision du jeu, l'ailier transmet de très bons ballons vers les attaquants de son pied droit. Il est techniquement supérieur à la moyenne et sait se sortir de situations très compliquées par un dribble ou une bonne conduite de balle. Ses qualités ont su taper dans l'œil du Catalan qu'il avait appelé au début de saison pour les matchs amicaux au cours desquels il a marqué dès son premier match. Luis Enrique a l'air de l'apprécier et pourrait continuer de le faire jouer de plus en plus pour le faire progresser. Si le Rocher a su recruter des joueurs plus qu'intéressants cette saison, il se pourrait bien qu'un jeune puisse se frayer un chemin dans l'effectif d'Adi Hütter. Lorsque l'on demande à l'entraîneur autrichien qui sont les joueurs les plus prometteurs du centre de formation monégasque, il cite 2 noms parmi lesquels celui de Simon Nadelia Boabré. À l'origine pas forcément destiné à faire sa vie dans le football mais plutôt dans le BMX et le hip-hop, Simon commence à fouler la pelouse de Saint-Etienne à 7 ans. Il y restera jusqu'en 2017 avant de se rendre compte de la tristesse du club, puis il va ensuite passer 1 an à Andrézieux, puis 3 ans à Herbel et enfin il va se retrouver à l'ASM en 2021. Dès son arrivée,
le droitier va s'illustrer d'entrée de jeu avec 5 buts en 23 matchs. Mais la saison suivante sera de loin la meilleure pour lui. Il dictera le tempo au milieu de terrain, sera le véritable chef d'orchestre de cette équipe et il l'amènera même au titre en Gambardella. Depuis, le joueur enchaîne les sélections en jeunes disputant les tournois internationaux et les saisons avec les U19 monégasques. Et en 2023-2024, il a même connu sa première entrée en Ligue 1 et Adi Hütter l'a également fait jouer cette saison, grattant ainsi quelques petits bouts de match. Et à l'heure où Akliouche et Ben Seguir n'ont jamais autant semblé être à leur meilleur niveau, il se pourrait bien que leur départ permette aux jeunes milieux offensifs d'émerger. Simon Boisbré a de très grosses qualités que l'on retrouve chez peu de joueurs. Celle qui surplombe les autres, c'est bien sa capacité à créer le jeu. Le numéro 10 a une vision du jeu bien au-dessus de la moyenne. Il comprend le jeu, c'est comment transmettre le ballon dans les pieds de ses coéquipiers pour faire avancer le jeu efficacement. Avec sa forte accélération et sa bonne prise d'appel, Simon est un élément redoutable en contre-attaque. Balle au pied, le garçon est très créatif, sa palette technique est extrêmement élargie, ce qui lui permet de sortir des gestes techniques impressionnants pour effacer l'adversaire. Il apprécie avoir de la liberté sur le terrain pour pouvoir se déplacer de la meilleure des manières pour diriger le jeu. De plus, qu'il peut aussi sortir de vraies frappes de l'extérieur de la surface. Si ce n'est un manque dans les duels aériens qui n'est pas vraiment un problème à son poste, il n'a aucune lacune. S'il conserve son sérieux, qu'aucune blessure ne le touche et que l'ASM le gère correctement, Boisbré pourrait devenir la prochaine révélation du côté monégasque. Force est de constater que le FC Nantes est mis à l'honneur dans cette vidéo, puisque hormis Guirassy, le club breton possède aussi un élément très intéressant en la personne de Louis Leroux. Milieu offensif gaucher d'1m84, le Nantais est un joueur très intelligent. Et je vais enfin pouvoir le dire dans cette vidéo, mais oui, le joueur a une excellente vista. Une vision du jeu faisant de lui un vrai créateur d'occasion capable de diriger les offensives. Avec son superbe pied gauche, Louis peut envoyer de superbes ballons vers ses attaquants. En plus d'être intelligent, il est aussi très propre techniquement et est capable de sortir des gestes de grande classe. Mais le 2006 n'est pas qu'excellent offensivement, il l'est aussi défensivement. Le double L a un cardio lui permettant de bouffer des kilomètres afin d'harceler le porteur du ballon. Il est aussi fort à la récupération qu'il l'est en attaque. Mais ce qui le différencie le plus des autres et fait de lui un potentiel grand joueur, c'est son caractère. Louis a une âme de leader, une âme de capitaine qui lui a permis d'être le patron des équipes jeunes nantaises avec qui il a fait toute sa formation. Une équipe jeune qu'il a même menée en demi-finale de Youth League en 2024. Cette saison, l'enfant de Longeron a disputé 15 matchs et a marqué 2 buts. Dans les années à venir, il pourrait devenir un des éléments forts de la formation nantaise, tout du moins s'il y reste. Retour à Lyon avec le cas le plus atypique de la vidéo. À l'été 2024, l'OL annonce la signature d'un jeune joueur à fort potentiel en provenance de Southampton pour la modique somme de 0€. Alors que de nombreux grands clubs européens le courtisaient, l'avant-centre anglo-vénézuélo-portugais a choisi de s'engager pour le club lyonnais. Attends, il est à la fois anglais, vénézuélien et portugais. Mais il est né dans une partouze. Né à Caracas au Venezuela de grands-parents portugais le 11 mars 2008, Alejandro Jesus Gomes Rodriguez déménagera en Angleterre. Là-bas, il rejoindra l'académie du club de 5e division anglaise East Lace, où il se fera repérer par Southampton qui le débauchera en 2022 pour en faire un élément moteur de son attaque. Alors âgé de 14 ans, le Boug est promu en U18 dès sa première saison et va former un trio offensif avec Tyler Dibling et Jimmy J. Morgan. Suite à ses performances avec Southampton, Alejandro Gomes sera l'objet d'un duel opposant ses trois origines. Et comme on dit, pourquoi choisir quand on peut tout prendre? Alors le buteur jouera d'abord avec les U15 anglais, puis les U15 portugais et enfin les U17 vénézuéliens. Cependant, il choisira finalement d'évoluer avec les jeunes anglais avec qui il fera un retour en U16. Par la suite, il jouera la saison 2023-2024 avec les U18, délivrant 8 passes décisives en 12 matchs. Et alors en fin de saison et en fin de contrat, le jeune anglais décidera de rejoindre l'OL. À l'heure actuelle, il évolue avec les U17 anglais avec qui il est régulièrement appelé et il alterne entre les U19 et la réserve de Lyon. Et peu importe la catégorie, Alejandro réalise une première saison idéale avec son nouveau club. Il en a 11 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues et semble avoir plus que le niveau pour réaliser de belles choses à l'OL. Au niveau du profil, Alejandro est un attaquant mobile qui aime prendre la profondeur. Il dégage une puissance balle au pied avec de très bons appuis et il est vraiment difficile de lui prendre la balle. De plus que l'anglais possède une bonne technique l'aidant à se sortir de situations périlleuses. En ce qui concerne ce que l'on attend le plus, à savoir sa finition, Alejandro aime finir dans la surface, que cela soit de son pied droit ou gauche. Il ne va pas énormément tenter en dehors de la zone de vérité, mais va vouloir rentrer dans la surface afin de finir. Le joueur est aussi un danger sur corner avec sa détente qui lui permet d'inscrire pas mal de buts sur coup de pied arrêté. Néanmoins, son bémol apparent est le même que Jimmy J. Morgan, c'est-à-dire ses choix. D'après MHD, le 7-5, c'est la Champions League. Mais c'est surtout le lieu de naissance du Titi parisien Yoram Zagué. Après des années à Bagnolet puis au PFC, c'est en 2019 que le 2006 rejoindra le club francilien. Au sein de l'académie parisienne, Yoram Zagué va se muer en un leader sur et en dehors du terrain. Il va vite devenir un élément important dans toutes les catégories et va être appelé avec les jeunes français avec qui il est allé en finale de Coupe du Monde du 17. Finale perdue face à l'Allemagne de Paris-Brunner et ça, je pense qu'à force, vous commencez à le savoir. Mais finale qu'il n'a pas joué, donc techniquement, c'est pas de sa faute. Et c'est une sacrée erreur au vu de ses qualités. Yoram Zagué a tout du latéral moderne par
excellence. Le garçon est rapide, percutant et endurant. Il aime fixer son vis-à-vis pour le passer et réfléchir à la meilleure option. Il est très rapide balle au pied, il sait dribbler quand il faut et il prend les bonnes décisions offensives. Il est également adroit devant le but. Offensivement, Yoram pèse également par ses montées durant lesquelles il envoie des centres précis de son pied droit. Défensivement, il est aussi très propre. Le U19 français anticipe parfaitement les attaques adverses qu'il stoppe d'un tacle glissé ou d'une interception intelligente. Le joueur intervient toujours dans le bon timing pour reprendre le cuir. Personnellement, ce qui me choque le plus avec lui, c'est son caractère. Il prend ses responsabilités et tire les pénaltys importants et a une âme de capitaine. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, il a joué 10 matchs et a pu ouvrir son compteur de buts face à Nice l'année dernière. Ses premiers matchs avec le PSG ont été malgré tout compliqués et même s'il a un gros potentiel, le Titi doit s'améliorer pour s'imposer dans un club où il est dur pour les jeunes de trouver une place. Parce qu'il faut bien faire plaisir à tout le monde, on va parler de la SSE. À défaut de pouvoir parler de Matisse Amougou qui a décidé de chauffer le banc de Chelsea, on va parler d'un jeune avant-centre de 16 ans bien prometteur. Natif de Saint-Nazaire, c'est à peu près là, Gillian Nguessan est le fruit de l'union d'une mère française et d'un père ivoirien. Pour le coup, son parcours en jeune est express et il se résume en une seule phrase, fidèle à Saint-Etienne. N'ayant connu aucun autre club si ce n'est l'AS Saint-Etienne, le 2008 est comme qui dirait un ver dans le sang. Or, comment est-il déjà valorisé à 800 000 € à uniquement 16 ans, alors qu'il a effectué ses débuts avec la réserve ainsi qu'avec l'équipe pro cette saison. Et qu'en plus de ça, il n'a disputé que 13 matchs pour 2 buts, tout simplement parce qu'il est fort intéressant. Il sait où se placer, où et quand faire l'appel tranchant et comment finir les actions. Avec les jeunes français ainsi qu'avec les jeunes de la SSE, il a su se démarquer grâce à son intelligence dans ses choix offensifs. Sa finition est chirurgicale et malgré des statistiques pas forcément plus impressionnantes qu'un double salto, il a une vraie âme de finisseur. Propre techniquement, il réussit à déstabiliser ses adversaires afin de faire progresser le jeu. Un jeu auquel il contribue avec des passes intelligentes. Pour son âge, il démontre une maturité dans ses prises de décision. Malgré un gabarit pas forcément impressionnant, il résiste physiquement au contact et se trouve même être solide. Avec un possible départ de Stassin en cas de descente, le front de l'attaque sera libéré et cela permettra à Gillian Nguessan de grappiller encore plus de minutes. De quoi faire plaisir à Boulette. Numéro 10 franco-algérien formé par l'OM. On pourrait croire que je parle de Samir Nasri, mais pas du tout. Je parle du crack qui monte en puissance au sein des équipes jeunes de l'Olympique de Marseille, Sami Bedja. À peine 15 ans, le 2010 connaît une ascension fulgurante au centre de formation, marquée par différentes distinctions, telles que celle de meilleur joueur du tournoi européen U13 de Joinville, ou même meilleur joueur du tournoi européen U14 de Sens. Alors c'est vrai que dit comme ça fait pas rêver. Mais il s'agit des 2 plus grands tournois internationaux de clubs de chaque catégorie, donc c'est quand même pas mal. Ouais, pas mal. Et cette saison, alors qu'il a été surclassé avec les U17 grâce à ses excellentes performances en U15, Mehdi Benassia a déjà prévu un plan très précis pour le conserver. Lui faire signer un contrat de non-sollicitation empêchant les autres clubs européens sur ses côtes de parler avec lui. Dans le même temps, le joueur est surclassé en U17 et vient même de connaître son premier entraînement avec le groupe pro. Mais alors, pourquoi un tel engouement autour du numéro 10 ? En vrai, y a pas besoin d'explication, suffit de le regarder jouer. Sami est un numéro 10 plus que complet. Il revient demander le ballon très bas afin d'assurer la connexion avec la partie haute de l'équipe. Il a un très bon jeu de passe qui, couplé avec son intelligence de jeu, fait de lui un dictateur de l'équipe. Balle au pied, ses dribbles ainsi que sa conduite de balle lui permettent de passer dans les petits espaces. Enfin, il n'hésite pas à frapper de loin lorsqu'il se trouve en position. Si actuellement on ne peut voir que peu de choses qu'il sait faire, c'est déjà assez pour comprendre tout son talent et tout ce dont il est capable. Il ne risque pas de jouer tout de suite avec l'OM et à 15 ans en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais Sami Bedja est sans nul doute un des noms qu'il faut retenir dans les centres de formation de nos clubs français. Le top 15 est enfin terminé. Bien évidemment que je n'ai pas parlé de l'ensemble des jeunes de centres de formation à gros potentiel. Dites d'ailleurs en commentaire quels joueurs répondant à ces critères vous auriez choisi et lesquels j'ai oublié. Désolé aux fans du RC Lens, il n'y avait pas assez de ressources pour parler de Kylian Antonio. Désolé aux fans du LOSC parce que je ne savais pas réellement qui prendre si ce n'était Ramsès Imbondo. Désolé aux fans de Brest parce que non, vraiment faut améliorer le centre de formation là. Désolé aux fans de Reims parce que tous vos jeunes ont plus de 1000 minutes en Ligue 1. Désolé aux fans du Havre et de Montpellier, d'être fan du Havre et de Montpellier. Bon allez, si tout va bien, on se dit à la semaine prochaine. Mais en vrai ça ira pas, donc à dans 2 semaines.